Liberté, liberté chérie, soutiens mon brave vengeur, aux armes, etc. Salut les petits gnous, c'est Kalka. Ouais, alors la bébête là, elle est à peu près dans le même état que moi là, après les recherches que j'ai faites un petit peu à droite à gauche. Et bon, je me suis pas trop fendu d'une recherche ultra approfondie parce que c'est plus trop l'heure. Mais j'y reviendrai sur des trucs un petit peu plus rigolos. De toute façon, hein, vous me connaissez, je fais n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est un peu bordélique. Alors, Twitter, Zoo, Inde, LE, EU, Verboden, Kunen, Vorden. Yavol. Enfin, non, pas Yavol, c'est du Dutch. Moi, j'ai compris que trois mots, c'est Twitter, UE et Verboden, parce que ça ressemble à Verboten en allemand, c'est interdit. On va passer en French, hein, ça sera quand même plus simple. Alors, ça dit Twitter pourrait être interdit dans toute l'Union européenne. La Commission européenne interdira Twitter dans toute l'UE si la commission dirigée par le nouveau propriétaire, si la société dirigée par le nouveau propriétaire Elon Musk autorise la liberté d'expression sur la plateforme. 6% du chiffre d'affaires en amende et si elle persiste, une interdiction d'opérer en Europe, a précisé le commissaire responsable Thierry Breton. Ouais, David Bryce, hein. Ah non, là c'est plutôt Brezatao. D'ailleurs, je vais l'appeler comme ça, Thierry Brezatao maintenant. Selon le commissaire, Musk doit se conformer aux nouvelles règles contre la liberté d'expression que la Commission européenne a introduit après un accord avec le Parlement européen la semaine dernière. Il connaît le droit européen automobile, il se familiarisera donc rapidement avec la loi sur les services numériques, a déclaré Brezatao. Brezatao fait référence à la prochaine loi DCA de l'UE. Alors on va faire un petit tour hein, sur ce que c'est la DCA. Hein. C'est pas un truc pour dézinguer des zingues, dézinguer des zingues, c'est pas mal comme ça. Dézinguer des avions, what? Non, non, ça n'a rien à voir. Bien, bien. Alors voilà, on sait. Alors ouais, dans une interview au Financial Times, Thierry Brezatao a appelé Musk par son prénom, déclamant avec condescendance, comme s'adressant à un enfant. On sait quoi lui dire. Elon, il y a des règles. Vous êtes les bienvenus, mais ce sont nos règles. Ce ne sont pas vos règles qui s'appliquent ici. A déclaré Brezatao au Financial Times. Voilà, voilà. On va faire un petit tour sur le truc, la nouvelle législation européenne qui doit étouffer les médias alternatifs sur Internet. Les nouvelles règles de l'Union européenne obligeront les géants de l'informatique à retirer d'Internet les critiques des dirigeants des pays de l'Union européenne. Voilà. Des politiques d'immigration et des restrictions Covid. Cependant, tout est lancé en tant que loi contre le discours de haine et la désinformation. Écrit Luce News, nul. Bon, on va peut-être pas se la lire celle-là, je sais pas, j'ai pas. Ouais, ça sera déjà assez long avec le reste. Donc on va passer à autre chose. On va commencer peut-être avec. Ouais, on va lire un petit peu des numériques parce que les numériques, ils tapinent pas mal. Thierry Breton rappelle à Elon Musk que Twitter devra respecter la nouvelle législation européenne. Alors, Bruxelles n'aura pas perdu de temps pour mettre en garde Elon Musk, alors que le milliardaire américain vient de s'offrir Twitter pour 44 milliards de dollars. Hein, après un bras de fer d'une dizaine de jours avec le conseil d'administration du réseau social. Thierry Brezatao, commissaire européen au marché intérieur, a tenu à rappeler le patron de Tesla et SpaceX à ses obligations sur le vieux continent. Ouais, sur le continent des vieux cons, dirait. En Europe, les choses sont claires. Twitter doit s'adapter à nos règles pour bénéficier d'un marché de 445 millions d'internautes, ce qui est supérieur au marché américain. Ouais, on peut être happé par quelque chose, on sert. A déclaré l'ancien patron d'Atos auprès du Figaro. L'avertissement de Thierry Brezatao intervient quelques jours après l'accord conclu par les institutions européennes pour adopter oui, le Digital Service Act. On va y revenir. Texte qui vise particulièrement les réseaux sociaux
Et plus globalement, les sites comptant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs au sein de l'Union européenne, à l'image de Twitter. Le DSA prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel de ces entreprises. En cas de récidive, les sanctions pourraient être alourdies, allant même jusqu'à un bannissement du territoire européen. Tout ça. Le commissaire européen au marché intérieur a donc choisi de prévenir avant de sévir. Non, de menacer avant de sévir. La porte est ouverte. Si Elon Musk a la moindre question sur le Digital Service Act, j'ai déjà mené des centaines d'heures de discussion avec les grandes plateformes pour bâtir cette nouvelle législation, a-t-il indiqué dans les colonnes du Figaro, et d'ajouter les plateformes nous ont toujours écoutés car l'Europe est un acteur important et que nos exigences sont claires et précises. Je ne doute pas qu'il en sera de même avec Elon Musk. Thierry Breton assure toutefois que la Commission européenne n'hésitera pas à passer à l'action si Twitter part à la faute. Les infractions répétées pourront mener à une interdiction de la plateforme et incriminée en Europe. Ouais, liberté dans ton cul. Il est mignon, hein, Thierry Breton. Alors on va voir Titi Breton. Alors, non. D'abord on va passer à la tapinade de BFM Business. Est-ce qu'il raconte des trucs intéressants là? Ouais, les règlements, machin. Allez. Twitter devra s'adapter à notre réglementation, que ce soit sur le harcèlement en ligne, la vente de produits contrefaits, la pédomédographie, les appels à des actes terroristes. Twitter devra s'adapter à notre réglementation européenne qui n'existe pas aux États-Unis, a insisté le commissaire européen. Alors je veux pas dire, hein, mais tout ça, là, harcèlement en ligne, machin, c'est du foutage de gueule, hein, on sait très bien. Sur ces prémices-là, on peut créer une censure à peu près comme on veut. Elon Musk a promis plus de liberté sur Twitter, suscitant de vifs débats sur l'avenir du réseau social. Ouais. Certains s'inquiétant d'une plateforme qui pourrait devenir plus toxique. Non, mais je sais pas comment ça pourrait devenir plus chimique, Twitter. Il a toutefois reconnu qu'il y avait des limites imposées par la loi. Bah oui, pour qu'on pète pour à la masse, le gars est long. Hein. Alors, non, avant que je lance ça, parce que je l'ai déjà regardé tout à l'heure, mais hop. Voilà. On va mettre le filtre anti-claim. Voilà, il est mignon le filtre anti-claim, il prend la vidéo. Allez, on commence le truc. L'édito. Gaëtan, on revient sur Elon Musk qui rachète donc Twitter. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il veut faire réellement de ce réseau social, Gaëtan ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il veut absolument modifier le fonctionnement de Twitter. Il veut lever toutes les modérations. Et il ne veut plus aucune entrave à la liberté d'expression. Hier soir, dans quelle horreur ! Exactement. Il a indiqué la liberté d'expression est la fondation d'une démocratie fonctionnelle. Je veux rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant Twitter, le produit grâce à de nouvelles fonctionnalités, en rendant ses algorithmes ouverts pour améliorer open la source, ça c'est bien ça. Fin au spam et authentifier tous les comptes personnels. Plus de robots. Bah ouais. Exactement. On rappellera une chose très très importante. Elon Musk est adepte d'une conception libertarienne, c'est-à-dire une conception absolutiste de la liberté d'expression. Vous avez tout compris. C'est bien un truc monstrueux, ça. Enfin, en tout cas, tout à fait. Le rachat ravit l'aile droite des Républicains. Exactement, ils se mettent à rêver d'un... C'est assez drôle parce que fut un temps, c'était la gauche qui rêvait de liberté d'expression et toutes ces conneries là. Et maintenant, c'est la droite. Bref, quand même qu'on est en train de sombrer dans une belle merde. Quoi. Bon, qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Tour de Donald Trump sur le réseau social Twitter. Il nous faisait rire. Il a été chassé en 2021 après l'assaut du Capitole. Elon Musk qui sortait des dingueries tellement cons que c'était drôle. Jamais utilisé les suspensions permanentes. La gauche, de son côté, y voit une menace contre la démocratie avec Elon Musk qui se lance en spécial. C'est un problème pour la démocratie, la liberté
liberté d'expression. débat et harcèlement avec cette avalanche sur les Hallucinant réseaux de conneries, sociaux putain. de messages de haine. En tout cas, un retour sur Twitter de Donald Trump ne semble pas si évident que cela, puisque l'intéressé ne le souhaite pas. Pourquoi? Parce qu'il a lancé son propre réseau social. Jamais aussi bien servi que par soi-même. Exactement. Elon Musk qui lui-même avait été victime de ce qu'il avait écrit sur le réseau social, justement, Gaëtan. Et tout à fait, puisqu'il l'utilise très souvent pour faire rire, pour influencer les utilisateurs ou bien pour communiquer sur ses propres activités. D'ailleurs, le c'est ce qu'il troll avait fait le plus riche en de 2018, l'histoire. en indiquant qu'il allait retirer de la bourse son titre Tesla. Ça n'avait pas du tout plu aux gendarmes de la bourse américaine qui avaient vu là un mensonge et lui avaient infligé une très lourde amende de 20 millions de dollars. Et puis on revient quand même sur le prix de cette acquisition. On le rappelle, hein, c'est pas une fusion. Ouais, c'est pas très un rachat lourd, ça dépend pour d'entreprise, qui, c'est quoi. un rachat personnel d'Elon Musk, 44 milliards de dollars. Gaëtan, est-ce que c'est une bonne affaire? Alors, ce qu'il faut bien se comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Twitter, c'est 220 millions d'utilisateurs, là où Facebook... Quotidien, ouais. Et Exactement. 300 millions sinon sur le portefeuille. Exactement. Là où Facebook, c'est 2,9 milliards ouais. d'utilisateurs, YouTube 2 milliards et même TikTok. Alors, je suis pas allé vérifier, mais c'est 2,9 milliards d'utilisateurs. Ouais, mais quotidien ou... Parce que là, si tu mélanges les chiffres quotidiens de Twitter et les chiffres quotidiens de et les chiffres généraux de Facebook, c'est peut-être pas la même chose. Bon, je suis pas allé vérifier, mais connaissant BFM, ça serait bien de le faire. 1 milliard d'utilisateurs. En 2021, son chiffre d'affaires a progressé de 37%, mais malgré tout, eh bien, l'entreprise perd encore 221 millions de dollars. Ça ne semble pas effrayer Elon Musk, hein, qui indiquait, je cite, que Twitter ne prospérera pas ni ne remplira pas sa mission sociale dans sa forme actuelle. Twitter a un énorme potentiel et je vais le réaliser. Un Elon Musk très confiant, ce qui n'est pas le cas des marchés financiers qui ont eu très peur le 14 avril, hein, lorsque Elon Musk a annoncé cette opération sur Twitter, puisque le titre Tesla a perdu près de 6% en bourse. Les marchés craignent tout simplement qu'Elon Musk c'est pas se énorme, concentre dorénavant sur Twitter et délaisse ses deux autres pépites, Tesla et SpaceX. Le temps de cerveau disponible. En même temps, quoi, jusqu'à présent, entre Elon Musk et les marchés, c'est toujours Elon Musk qui a eu raison. Hein. Oui, il a dit quoi? Il a dit temps de cerveau disponible, hein. Et les marchés présents, en même temps, jusqu'à présent. Attends. Et SpaceX. Le temps de cerveau disponible. En même temps, Putain, ils osent, hein. Ils osent, hein. Les vendeurs de temps de cerveau disponible osent dire ça. C'est... Les couilles m'en tombent. Jusqu'à présent, entre Elon Musk et les marchés, je les ramasse quand même, toujours Elon Musk qui a eu raison. Hein. Oui, tout à fait, avec une valorisation de Tesla qui aujourd'hui est à 1000 milliards de dollars. Exactement. Merci beaucoup. 1200, 1300, non, ça a rebaissé un peu. Ça a rebaissé avec la On est à 1000 milliards et donc Twitter, 40. Et vous vous rendez compte, 1000 milliards, Volkswagen c'est 100 milliards, Exactement. Renault c'est quoi, 5-6 milliards? Oui, bon. Ouais, Renault, il peut se l'acheter comme ça au petit-déj, tranquille, pendant qu'il se beurre sa biscotte, quoi. Alors, bon, bah voilà, ça c'était pour rigoler. On va dire le film anti-pied, parce que là, voilà. Espérant que BFM me fasse pas chier pour l'audio, mais vu que j'ai ouvert ma gueule un petit peu dessus, normalement ça devrait passer. Alors Thierry Breton, il est rigolo, le Brazatao là. Il me mignon, hein. J'aime bien faire ça. Ça détend. Né le 15 janvier 55 à Paris, c'est un dirigeant d'entreprise, administrateur de société, homme politique et écrivain français. J'ai très hâte de lire ses bouquins. De les lire. Ou torcher avec peut-être. Alors, vice-président de Bull, président-directeur, alors Bull, hein, c'est un truc d'informatique, société française spécialisée dans l'informatique professionnelle, fondée en 1930, blabla, on s'en fout. Président-directeur général de Thomson, puis de France Télécom, Abdoulaye. Il est ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Alors, j'ai posé la question déjà sur la vidéo que j'avais fait sur les Cazeneuve, là. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu problématique de mettre en tant que ministre de l'économie un ancien taulier de Thomson, Bull, France Télécom ou d'autres trucs du genre? Est-ce qu'on risque pas des conflits d'intérêts à un moment ou à un autre? C'est une question. Voilà, il a été donc ministre de l'industrie mes couilles au sein du gouvernement Platarin III. Hein,
Need the yes to win the against the no to against the yes no. Ah, si mon imitation de Raffarin t'a plu, mets un pause blow. De 2005 à 2007, puis enseignant à la Harvard Business School, il est président-directeur général du groupe Atos, Porthos Aramis, non, rien à voir, c'est l'entreprise de services du numérique française créée en 97. Elle fait partie des 10 plus grandes entreprises de services numériques au niveau mondial, avec un chiffre d'affaires annuel de près de 11 milliards d'euros en 2019 et environ 110 000 employés répartis dans 73 pays, blabla. Bon, voilà. Classé à 3 reprises parmi les 100 patrons les plus performants du monde selon le classement de la Harvard Business Review. Donc j'imagine que ça doit être les patrons qui génèrent le plus de thunes tout en virant le plus de monde. Normalement, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Il est également président de l'Association nationale de la recherche et de la technologie et membre élu de l'Académie des technologies. En 2019, il est nommé commissaire européen chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du tourisme, pourquoi pas, du numérique, de l'audiovisuel, de la défense et de l'espace. Salade tomate oignon, complète. Voilà, œuf, jambon, fromage, ketchup, mayo, sauce blanche, harissa, tout ce que tu veux, tu le mets dessus. Bon, ça risque d'être un peu indigeste, mais voilà. Alors on va regarder un petit peu... ouais, bon, on va regarder, tiens, on va commencer par parcours politique. Donc, voilà, vite fait, un conseiller régional Poitou-Charentes, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, on a vu. Réduction de la dette. Lors de ces 2 années et demie passées à la tête de Bercy, oui, il axe sa politique économique sur la nécessité d'assainir les comptes. Abdoulaye te rebelote. D'assainir les comptes publics via notamment la réduction de la dette. Il déclare dès juin 2005 que la France vit au-dessus de ses moyens. La faute à qui? Faisant écho aux propos tenus par le Premier ministre Raymond Barre en 1976, il affirme aux Français que la totalité de leurs impôts sur le revenu sert uniquement à financer les seuls intérêts de la dette nationale. Oui, les intérêts de la dette nationale. Alors ça c'est à double sens. Soit ça sert à financer les intérêts de la dette elle-même, soit les intérêts que coûte la dette. Je sais pas. Je sais pas comment on le prend. Hein. Bon, c'est du mauvais esprit évidemment. Hein. Ouais, je suis un méchant. Alors, un mois plus tard, il installe une commission présidée par le patron de BNP Paribas, Michel Pébéraud. Il y a une photo où qu'il est mignon. Chargé de rompre avec la facilité de la dette publique. Facilité de la dette publique. Oh là 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 là. Ce langage de technocrate, sans déconner. Fixant comme objectif prioritaire le maintien du déficit public sous la barre des 3% du PIB en 2005 et 2006, il préconise la baisse des dépenses publiques et la suppression de plus de 5000 postes fonctionnaires d'environ 2600 au sein même de Bercy. Ouais, je savais bien qu'il était spécialiste dans le fait de virer des gens pour être plus rentable. Fin 2005, le déficit de la France retombe à 2,9 du PIB. Après 3 années consécutives de dépassement du taux de 3%, d'accord. Ouais, bon, super, ouais, il passe, ça retombe à 2,9, de 3% à 2009, à 2,9, c'est ça, si je comprends bien, je sais pas, je comprends pas. Bon, il est tard, là, je comprends plus grand-chose. Tant que je suis pas payé pour, de toute façon, je comprends pas grand-chose. En 2006, le déficit public est ramené à 2,5%. Et la dette publique enregistre une forte baisse de 66 à 63,9% du PIB. Et ça, une forte baisse? D'accord. Bon, ok. Après, je suis pas économiste, peut-être que... Wow. C'est peut-être exceptionnel, j'en sais rien. Pour la première fois depuis 1995, le budget du pays est en excédent primaire. Wow. En parallèle, le PIB de la France augmente de 2,1% en 2006 contre 1,7% en 2005. En février 2007, le taux de chômage se situe entre 8,5 et 8,8%, le score le plus faible enregistré depuis juin 1983. C'était pas à cette époque-là qu'il y a eu beaucoup de radiation parmi les chômeurs. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'était ça. Hein.
Ou peut-être que j'ai une connerie. Ou que c'est possible que je dise pas de conneries. Enfin bon, les deux sont possibles en fait. Modernisation de l'économie, bien, bien, bien. Valorisation du patrimoine immatériel, bon, ok. Alors, prise de position, Fonds européen de défense et de sécurité. En janvier 2016, Thierry Brezatau propose dans une interview accordée aux Échos, la création d'un fonds européen de défense et de sécurité. Ouais. L'Europe. Fonctionnant sur le même principe que le Fonds européen de stabilité financière. Le FEDS a vocation de refinancer l'ensemble des dettes et des pays de la zone euro liées à la défense et réduire ainsi l'endettement européen. Favorisant ainsi la convergence franco-allemande. Ouais. Elle est où la Francisque? Cette proposition est également défendue dans le quotidien économique de référence allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Yes. Ok, Thierry Breton publie une tribune dans le Monde, bon sang, ouais, bon sens. Alors, dans les mandats et fonctions, parce que c'est rigolo quand même. Jusqu'en février 2005, date de son accession au gouvernement français. Alors, administrateur vice-président de Bull, administrateur président du comité d'audit de Rhodia, Rhodia industrie chimique. Voilà, blabla. Voilà. Dans le cadre de l'affaire Rhodia, une perquisition est menée dans les bureaux de Bercy sans succès. Ouais, bah ouais. Selon Daniel Lebar, alors PDG d'Albright et Wilson, fondé en 85 par Arthur Albright et John Hewlett, fabriquait du chlorate de potassium et du phosphore blanc pour l'industrie des allumettes. Ah, ça va, c'est pour les allumettes. Ouais, à voir. Thierry Breton, ancien administrateur de Rhodia, aurait été sauvé par l'AMF. C'est quoi l'AMF? L'autorité des marchés financiers, d'accord. Durant cette affaire, ce que l'AMF et Thierry Breton démentent, ce dernier obtenant la condamnation de Daniel Lebar pour diffamation. Lebar. Enfin. Administrateur de Bouygues Télécom, 2002. Administrateur président du conseil d'administration de Thomson. Administrateur président du conseil d'administration Thomson encore, ouais. Administrateur du conseil d'administration de France Télécom. Administrateur président du conseil d'administration Orange. Bon, c'est la même chose, mais ça va changer de nom en cours de route. Administrateur de Schneider Electric. Ah, donc société multinationale française. Ah non, c'est français, Schneider. Créé en 1836 sous le nom de Schneider et compagnie. Elle est spécialisée leader mondial de solutions numériques et d'énergie, des automatisations pour les efficacités énergétiques et tout ça. Bon, administrateur de la Poste. On a tous à y perdre. Administrateur du Centre national d'études spatiales, le CNES. Administrateur de Dexia. Donc Dexia, c'est une banque. Membre du conseil de surveillance d'AXA, une banque encore. Juillet 2008, élu au conseil d'administration de Carouf. Septembre 2007-2008, conseiller senior advisor de la banque Rothschild & Co. Janvier 2013, membre du conseil consultatif de Bank of America. Le mec, c'est pas un cumulard. Administrateur, vice-président du conseil d'administration de l'école alsacienne. Oh. Bon, Abdoulaye Disdener. Président du conseil d'administration de l'université de technologie de Troyes. Président de l'administration nationale de la recherche et de la technologie. Élu membre de l'Académie des technologies. Voyons. Ok. Alors, outre, ancien administrateur du musée du septennat de Jacques Chirac. Ok. Ancien membre du conseil d'orientation de l'Institut Aspen France, un think tank libéral. Ancien membre du club Le Siècle, évidemment. Ancien membre du comité des sages qui se constituerait et se réunirait en cas de disparition prématurée du PDG de LVMH pour veiller à l'intégrité du groupe et à la protection des intérêts des descendants de Bernard Nono.
Mai 2015, chef de projet de la nouvelle France industrielle pour le secteur de l'économie des données. C'est quoi la nouvelle France industrielle? Le projet nommé 34 nouvelles France industrielle, 34 plans Nouvelle France industrielle, et le nom donné au plan de réindustrialisation de la France mis en place par le gouvernement français et présenté le 12 septembre 2013 par le président François Hollande et Arnaud Montebourg, ministre du redressement des côtelettes. Ok. Alors, fonction ministérielle, donc ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en remplacement de Hervé Guémard. J'ai oublié celui-là. Ah ouais, lui, ok. Il nous a marqué celui-là. 2 juin 2005, 15 mai 2007, reconduit dans ses fonctions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans le gouvernement Dominique de Villepine. D'accord, ok. Ok. Et donc, fonction locale, conseiller régional de Poitou-Charentes. Charentes-Poitou. Ok, alors les décorations, le commandeur de la Légion d'honneur, le fion de hamster, normal. Grand officier de l'ordre national du mérite. Commandeur de l'ordre du mérite civil. Grand officier de l'ordre national de la Croix du Sud. Croix de fer, non, il l'a pas. C'est Grand Croix de l'ordre du mérite du Chili. Ok. Commandeur de l'ordre de Wissam Alaouite, Maroc. Ah bon, d'accord. Bon, ok. Alors, bah, tant qu'on y est, alors il y a quoi? Ouais, homme de l'année de la jeune chambre économique française, The Outstanding Young Person of the World, ouais. Global, enfin bon, allez, on s'en fout tout ça, on s'en balèque. Qu'est-ce qu'il a fait là? Publication, ça peut être marrant ça. Alors, 1984, oh, la meilleure année de l'univers ça. Software, la guerre douce, Thierry Breton. Hein, c'est marrant. Ensuite, Vatican III. Netwar, la guerre des réseaux, en 87. Et il avait l'air quand même d'être un petit peu en avance, hein, parce que la guerre des réseaux, déjà en 87. Je ne sais pas de quel réseau il parle, mais ça peut être intéressant quand même à lire. Hein. Je disais tout à l'heure que j'allais peut-être prendre ses bouquins pour me torcher, mais peut-être pas. Ça peut être intéressant. C'est comme Jacques Attali, hein, c'est très intéressant à lire. La fin des illusions. Quoi, c'est essai qui dénonce l'argent fou de l'immobilier et les virtualités de l'économie induites par l'informatique sans gain réel de productivité. Ouais. Le télétravail en France en 93. Ouais, il était en avance, il était en avance. En fait, ça peut être très intéressant à lire ce saloperie-là. Le lièvre et la tortue, essai sur les atouts inattendus de français, co-signé avec Christian Blanc, et dans lesquels les auteurs définissent la notion de pôle de compétitivité à la française. Les téléservices en France, ou une anticipation précoce du monde de l'Internet, en 94. Ouais, donc il était quand même très bien en avance, hein, sur ce genre de truc. Hein. Et en 2007, Antidette chez Plomb. L'auteur y expose sa vision politique des grands enjeux économiques nourris de son action et de son bilan au ministère de l'économie et des finances. Il y expose sa théorie de la vertu budgétaire et il propose un plan pour la France de désendettement et de croissance. Je vais peut-être m'intéresser à ces publications finalement. Alors, Thierry Breton. Voilà. Là, c'est de chez directement la Commission européenne. Hein, donc, on va voir ses responsabilités un petit peu. On va pas lire tout, hein, le calendrier. Sa lettre de mission à la présidente Ursula von der Leyen, on s'en fout. On va juste voir ça vite fait. Alors, garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris la libre circulation des biens et des services, tant en ligne que dans le monde physique, hein, surtout les biens, hein, les services. S'en fout. Hop, des marchés à la con, des marchés, ouais. Des onglets, aider les petites et moyennes entreprises et les start-up à se développer, croître et employer davantage de personnes, notamment en améliorant leur accès au financement, établir des conditions de concurrence équitables, ça sonne bien, dans l'ensemble du marché intérieur et remédier aux effets de distorsion de subventions étrangères, notamment ceux qui concernent les marchés publics. Alors, je sais pas, les subventions étrangères, la distorsion des subventions étrangères, je sais pas où ça se place. Ça dépend peut-être des étrangers en question. Élaborer une stratégie globale à long terme pour aider l'industrie européenne à mener la transition verte et numérique.
Ouais, vert et numérique, je sais pas ce que ça fout avec. Veiller à ce que l'industrie européenne contribue pleinement à la neutralité climatique d'ici 2050 et à une économie circulaire. C'est tellement circulaire que ça en fait tourner la tête, ce langage technocratique. Renforcer la souveraineté technologique de l'Europe, ouais, t'as raison, ouais. En mettant en œuvre des politiques et investissements appropriés, par exemple, dans les domaines des données, de l'intelligence artificielle, de la 5G, de la défense et des technologies spatiales. Renforcer le marché intérieur des services numériques à travers l'élaboration de nouvelles règles. Digital Service Act, donc ça, on va y revenir. Hein. Clarifier les obligations des plateformes en ligne et donner aux petites entreprises une clarté juridique et des conditions de concurrence équitables. Ouais. Renforcer la cybersécurité de l'Europe en utilisant la certification, la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, les mécanismes d'urgence en cas de cyber-incident et le déploiement de l'unité commune pour la cybersécurité. Alors, je sais pas, mais au niveau de la cybersécurité, là, les gars, entre les conneries où il va bientôt falloir coller sa tub dans un truc pour s'identifier sur YouTube ou autre connerie là, ça sert pas à la sécurité. Hein. Non, parce que bon, c'est bien rigolo, mais hein, je prends l'exemple juste sur YouTube. Hein, tu leur envoies une fausse carte d'identité, ils t'identifient. Hein. Bon. Renforcer les outils de l'UE pour lutter et prévenir contre la désinformation et les fausses nouvelles en ligne tout en préservant la liberté d'expression, la liberté de la presse et le pluralisme des médias. Alors le pluralisme des médias, oui, mais pas tous. Hein. RIP, RT, Sputnik, dans la liberté de la presse et le pluralisme. Et puis bon, la désinformation et les fausses nouvelles, ouais, pas toutes, hein, parce que les fausses nouvelles qui sont officielles. Hein. On peut se rappeler des fioles secouées à l'ONU, hein, qui étaient de la désinformation et des fausses nouvelles. Ce genre de trucs, elles passeront toujours. Hein. Donc, bon. Contribuer à actualiser, ouais, je fais du mauvais esprit, mais ça doit être mon petit côté taquin, conspi, j'en sais rien. Mais, force de se prendre des lois, tu vois, tu finis par reconnaître à qui il appartient. Contribuer à actualiser le plan d'action en matière d'éducation numérique afin de doter les jeunes et les adultes des compétences dont ils ont besoin pour vivre et travailler à l'ère du numérique. Ouais. Veiller à ce que le régime de propriété intellectuelle de l'UE soit cohérent, compétitif et adapté à l'ère du numérique. Encore du langage technocratique, hein, novlangue, langue de bois, ce que tu veux. Mettre en ordre le Fonds européen de défense et le plan d'action sur la mobilité militaire. Ben, ils sont déjà mobiles, nos militaires, ils sont au Mali. Promouvoir une industrie spatiale forte et innovante en maintenant l'accès autonome, fiable et efficient de l'UE à l'espace. I believe I can fly. Améliorer le lien crucial entre l'espace, la défense et la sécurité. Bah oui, c'est vrai que là c'est plutôt crucial, mais bon, hein. C'est pas demain qui vont nous faire des trucs Uber speed comme les Ruskov. Hein. Alors oui, non, ouais, ça c'était juste rigolo parce que il t'explique le DSA là en un petit dessin. Hein. C'est Illegal Content, Internet User et Buy Online, les e-shopper protected. Voilà, et Illegal Content qui est repoussé par un Iron Dome numérique. Bah dis donc, Abdoulite 4ème dose. Hein. Ouais, ça doit être la bière, ça fait ça. Bon, allez, on va passer sur siècle digital. DSA, les institutions européennes ont trouvé un accord. Tôt dans la matinée du 23 avril, les 3 institutions de l'Union européenne sont tombées d'accord sur le Digital Service Act, un grand pas pour la protection des utilisateurs, de nouvelles règles pour les plateformes. L'Union européenne a trouvé un accord historique, pour le moins, pour le Digital Service Act. Samedi 23 avril à l'aube, le Conseil et le Parlement européen ont trouvé un accord politique pour sécuriser Internet. Discours haineux, discrimination, accès aux droits fondamentaux. Les géants du web vont devoir composer avec de nouvelles règles.
Le DSA est la loi européenne sur les services numériques. Son principal objectif est de mieux encadrer les contenus et les plateformes sur Internet pour protéger les citoyens européens et rendre le web le plus équitable. Bioéquitable, même rajoute, si tu veux. Bon, quand on te prend pour un con, on te protège. Hein. L'accord d'aujourd'hui sur le DSA est historique. Ce qui est illégal hors ligne sera illégal en ligne dans l'Union européenne, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors, j'y reviendrai sur elle parce qu'il y a des trucs rigolos à dire. Mais pas sur cette vidéo. Hein. Déjà, elle est assez longue comme ça, je crois. Hein. On va dire par là. Ouais, 34 minutes déjà. Ce texte concerne une large gamme d'entreprises et de plateformes. Sont notamment touchées les entreprises proposant des infrastructures de réseau comme les opérateurs, ainsi que les plateformes en ligne comme les marketplaces, les boutiques d'applications ou encore les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux même. Le DSA s'applique aussi aux services de cloud et bien sûr aux grandes plateformes et entreprises définies comme les gatekeepers, dont les actuels GAFAM. Ouais, Gatekeeper, ça me fait penser à un jeu de rôle, moi, mais ça me fait marrer. L'accord sur le DSA est historique à plusieurs titres. Hein, plusieurs. Premièrement, il s'agit d'une nouvelle pierre apportée à la régulation de l'espace numérique. Le DSA a un texte frère pour lequel un accord a été trouvé quelques semaines avant. Le DMA, Digital Market Act. Quelle différence entre les deux? Le DMA s'inscrit dans une logique préventive et de préservation de la concurrence. Il définit plus clairement quelles plateformes sont systémiques. Ah, systémique ta mère. Certaines par leur taille, la présence sur de nombreux marchés et le nombre important de consommateurs représentent de véritables portes d'entrée vers Internet. Pour éviter qu'elles ne nuisent au marché et aux consommateurs, le DMA pose un certain nombre de règles qui s'appliquent uniquement à ces géants, les fameux gatekeepers. Le DSA, pour sa part, se concentre sur les contenus diffusés par, ou plutôt sur ces gatekeepers, avec des obligations proportionnées à leur taille. Ainsi, les plus grandes sociétés se verraient dans l'obligation de partager des données avec les régulateurs européens, alors que seules quelques règles de transparence et de coopération avec les données, les autorités, s'appliquent aux plus petites d'entre elles. Ce texte représente donc une régulation inédite d'Internet. Alors, je sais pas si c'est si inédit que ça. Il est possible que les Chinois aient un truc équivalent. Ensuite, les procédures pour le Digital Service Act et le DMA, ouais, ça sonne bien, DMA, ça fait américain, sont allées très vite, très vite même, pour l'Union européenne. Ils ont été quasiment adoptés en seulement 15 mois. Oui, c'est rapide. Ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, ça l'est. C'est dans la lignée du RGPD. Alors, le RGPD, c'est le règlement, ouais, c'est ça. C'est le règlement général sur la protection des données. Mode d'emploi. Alors, c'est quoi le truc là? C'est le règlement général de protection des données, est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données en matière égalitaire sur tout le territoire de l'Union européenne. Entré en application le 25 mai 2018. Le RGPD s'inscrit dans la continuité de la loi française informatique et liberté de 78, établissement des règles sur la collecte et l'utilisation des données sur le territoire français. Mais alors, l'utilisation des données sur le territoire autre que français, je sais pas, on pourrait peut-être parler des données qui sont parties chez les Mormons là, dans la Silicon Valley, mais bon, on le fera pas parce qu'on n'a pas le temps. J'en étais où? Le RGPD, voilà, le 15 décembre 2020, que la Commission européenne, par les voix de Margrethe Vestager, ou je sais pas quoi, et Thierry Brezatau, a présenté ces deux textes de réglementation de l'espace numérique. Pour rappel, il a fallu 4 ans pour que le RGPD soit adopté. Oui, nous avons un accord avec le DSA. Le temps des grandes plateformes en ligne se comportant comme si elles étaient trop grandes pour s'en soucier touche à sa fin, a réagi le commissaire européen Thierry Brezatau. Yes, we have a deal. Yes, we can. Ouais, ok, ça c'est la même. Quelles sont les règles fixées par le DSA? Le DSA suscite moins l'ire des grandes plateformes que le DMA. Le texte comporte en effet certains points positifs pour elles, comme le fait d'éviter que chaque pays européen ne mette en place sa propre législation. Ouais, c'est vrai que ça peut être un peu moins chiant. Toutefois, cette réglementation et ces règles concernent bien les géants tels que Facebook, Twitter ou encore Google, mais pas que. De par son importance, le DSA comporte de nombreuses mesures phares.
Parmi elles, certaines ont pour but de lutter contre les discriminations et les contenus illicites. Bien sûr. Les plateformes et moteurs de recherche devront retirer les contenus illégaux rapidement. Ils devront aussi permettre plus facilement aux utilisateurs de signaler les dits contenus. Le DSA prévoit aussi la mise en place d'un système de traçabilité sur les marketplaces pour mieux suivre les vendeurs de produits illégaux. Enfin, n'importe quelle autorité nationale pourra demander le retrait d'un contenu illégal, peu importe le lieu de présence de la plateforme en Europe. Alors, je veux pas dire, hein, mais les vendeurs de produits illégaux, je sais pas sur quel marketplace ils vont, hein, à part les crétins qui vont vendre des voitures volées sur le bon coin. Si tu veux trouver des trucs illégaux, tu t'installes Tor, hein, j'ai envie de dire. Hein, et là, tu pourras trouver à peu près de tout, hein, de la calache ayant beaucoup servi au petit pakistanais ayant très peu servi. Donc, bon. Voilà. Tu peux même trouver le sucre glace préféré de Emmanuel Ier, notre glorieux monarque. Oh. Mais bon, je digresse. Il y a une question que je me pose là. Ouais, elles ont pour but de lutter contre les discriminations et les contenus illicites. Mais là, il dit, c'est où qui dit ça, l'autre voilà, l'accord, machin. Ce qui est illégal hors ligne sera illégal en ligne. Donc, attends. Si je comprends bien, si hors ligne, tu discutes je sais pas, la politique vaccinale, ou de certains trucs qui y sont associés et qui peuvent, pour certains, ouais, je donne pas mon avis, hein. Je tiens pas à me prendre un deuxième strike, merci beaucoup. On fait quoi alors? Ça veut dire que ça serait illégal aussi d'en parler hors ligne? Je pose une question là parce que bon, ça me semble quand même assez foireux tout ça. J'étais où? J'étais là. Les plateformes devront également faire preuve de plus de transparence quant au fonctionnement de leurs algorithmes. Ça, c'est bien. C'est bien un truc sympa là-dedans. Une mesure attendue et qui renvoie aux algorithmes des réseaux sociaux, souvent pointés du doigt pour des problèmes de discrimination et de contrôle, j'avoue. Les droits des utilisateurs et leur protection constituent l'une des priorités de ce règlement, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. Non, pas la censure et le flicage. Ça, non, jamais. C'est la protection qui compte, ouais, avant tout. Fini donc les conditions d'utilisation d'une dizaine de pages et constituées de petites lignes. Bah non, maintenant il faudra lire des textes de loi. Ce sera plus simple. Les utilisateurs devront pouvoir mieux comprendre les conditions qui devront être plus simples, plus lisibles. Oui, selon l'article 472 numéro B 427 du code de procédure pénale de la... Mais ah non, mais ça va être plus simple et plus lisible, je crois. Ouais. Les utilisateurs pourront plus facilement contester la modération et les règles pour suspendre un compte devront être plus précises. Je pense pas. Hein. À noter également l'interdiction de la publicité ciblée visant les enfants. C'est pas déjà le cas? Moi, je sais pas. Hein, les adblockers sont vos amis, les gens. Hein. Publicité ciblée, d'ailleurs, j'ai un petit truc prévu sur Cambridge Analytica et ce genre de truc là. Hein, les mecs qui utilisent notamment les Big Five pour rigoler. C'est très intéressant. J'en ai des vidéos à faire sur toutes ces conneries. En cas de non-respect du DSA, les entreprises concernées peuvent se voir infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. L'amende pourra s'accompagner d'une interdiction d'opérer sur le marché de l'Union européenne et dans les cas les plus graves, on avait déjà vu ça. Ce texte doit être formellement adopté, maintenant plus qu'un accord provisoire a été trouvé entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Il devrait ensuite entrer en vigueur dès le 1er janvier 2024. Ouais, bon, ok, ça pue la merde, hein. Ça pue la merde. Bon. Bah, sur ces belles paroles, hein, bah, amusez-vous bien les petits gnous. Hein. Je sais pas quoi dire de plus pour finir. Ouais. Hey, bisous bisous.